vous donne la parole, Georges Prévelakis, pour que... Ce qui est passionnant, enfin moi, pardon, hein, je suis un petit peu, je découvre un petit peu toutes ces choses-là, c'est qu'à chaque intervention correspond ce que nous a expliqué Valentine Zuber tout à l'heure, c'est-à-dire une forte personnalité de chacune des religions et philosophies que vous représentez. Là, c'est vraiment passionnant. À vous la parole. Bien, merci beaucoup. Je suis vraiment très content d'être ici, malgré le fait que je me sens un peu marginal. Parfois, c'est utile quand même de voir les choses, pas tellement du centre, mais aussi de la périphérie. Ça peut donner des perspectives. Pourquoi je dis que je me sens un peu marginal? D'abord parce que je suis spécialiste de la géopolitique, ni de la philo, ni de la théologie. La géopolitique est perçue en général comme une discipline qui s'intéresse de choses matérielles. Et là, nous sommes dans le débat spirituel. La deuxième raison pour laquelle je me sens marginal est une conséquence de la première, parce qu'en géopolitique, on essaye de replacer les débats dans le contexte géopolitique. Et si on replace ces débats, on se rend compte que le centre du débat, comme il a été présenté dans le discours introductif, le centre des débats se situe dans un contexte européen occidental. C'est-à-dire la Déclaration des droits de l'homme, c'est la conséquence d'un long processus et aussi, comme nous avons vu, c'est le besoin d'une utopie pour éloigner les spectres de tragédies terribles. Bien sûr, la tragédie récente de l'Holocauste et la Deuxième Guerre mondiale, mais ensuite ça peut remonter jusqu'aux guerres des religions. Donc c'est une affaire qui concerne essentiellement l'Occident. Or, parler de l'orthodoxie signifie parler de notre monde, de notre contexte, puisque le monde orthodoxe est développé autour de deux empires, l'empire russe et l'empire ottoman. Je ne suis pas très compétent pour parler du monde russe, je vais me concentrer au monde ottoman, qui, je pense, présente un grand intérêt pour les enjeux d'aujourd'hui. Alors, donc, dans ce monde ottoman, bien sûr, l'aspect, enfin, la forme de la Déclaration des droits de l'homme n'a pas beaucoup de rapports, n'est-ce pas? On a une certaine image stéréotypée de l'Empire ottoman, qui est une image déterminée par la vision occidentale. C'est l'ennemi, l'Empire ottoman est l'ennemi. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que cet Empire ottoman a ses règles, mais il a créé aussi un cadre de vie en commun. Donc, dans l'Empire ottoman, les chrétiens orthodoxes, les juifs et les musulmans vivaient ensemble. Et ils vivaient ensemble, peut-être pas sous des formes d'égalité légale, mais ils vivaient ensemble dans une grande proximité, avec de forts liens de solidarité, d'amitié, de compréhension. Alors donc, d'une certaine manière, c'est un contexte favorable à certaines valeurs que la Déclaration des droits de l'homme essaye de promouvoir. Alors, nous avons ensuite une autre image des orthodoxes comme des musulmans, puisque à partir du XIXe siècle, ce monde entre dans un énorme bouleversement avec l'apparition du nationalisme, des États-nations. Et donc cette apparition, ce processus géopolitique de transformation, qui est à la fois une transformation matérielle et spirituelle, a conduit à des terribles atrocités, à des guerres et à des atrocités. Donc c'est ça qui donne cette image d'un ensemble, d'un monde qui ne respecte pas la personne humaine, de deux côtés. Et très souvent, cela est lié à la religion. Donc les uns vont dire les musulmans ont fait des atrocités, les autres vont dire les chrétiens ont fait des atrocités.
il y ait des atrocités de deux côtés. Mais ces atrocités n'ont pas été faites au nom de la religion. Alors, en même temps, on ne peut pas exclure la part de l'identité religieuse en tant que ressource politique. C'est-à-dire d'autres idéologies se sont emparées de cette ressource politique extraordinaire qui est l'identité religieuse afin de promouvoir leurs propres objectifs. D'ailleurs, il faut voir aussi que les conflits n'ont pas concerné seulement des oppositions entre chrétiens et musulmans, mais aussi, à partir d'un certain moment, entre chrétiens eux-mêmes, grecs et bulgares par exemple. Pourquoi? Parce que nous avons la pénétration du nationalisme qui est en contradiction avec l'esprit à la fois des orthodoxes, de l'Église orthodoxe et de l'islam. Et nous avons un parallèle très étonnant qui, je pense, n'a pas été suffisamment discuté parce que chacun regarde dans son monde et compare peu. Les patriarcats œcuméniques de Constantinople a dénoncé ce qu'on appelait l'ethnophilétisme, l'hérésie de l'ethnophilétisme, qui était justement la pénétration du nationalisme et donc la division de la famille chrétienne selon des lignes de nation. Eh bien, je pense qu'on a exactement le même phénomène dans l'islam. Donc, les musulmans se disent aussi, de la même manière, c'est quoi cette affaire? L'Oumma, la famille de fidèles, est divisée selon la ligne des Arabes, des Turcs, etc. Ce qui a conduit aussi à des terribles guerres et de terribles atrocités. Donc, on a ces processus, et les résultats de ces processus, c'est la création des États-nations. Alors, dans ces États-nations, l'élément religieux a été aussi une ressource politique extraordinaire qui a permis de stabiliser ces sociétés. Donc, on peut dire qu'on passe dans une étape où les droits de l'homme, dans un sens général, vont être protégés par les institutions étatiques. C'est-à-dire, on a payé très cher le passage à une nouvelle étape de stabilité avec des institutions qui sont imitées, inspirées par les institutions occidentales. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Bien, maintenant, malheureusement, l'instabilité revient. Et cette instabilité revient à cause de la mondialisation, de la technologie, de l'affaiblissement des États, de l'affaiblissement des institutions étatiques. Nous assistons d'une certaine manière au retour des identités religieuses. On assiste au retour de l'Oumma, mais sous une autre forme. Et ces retours prennent une forme de confrontation par rapport à l'Occident. Donc, là aussi, pour revenir, si vous voulez, à notre représentation de différents contextes géopolitiques, il y a d'un côté un monde occidental qui semble convaincu et acceptant la déclaration des droits de l'homme, et ensuite un autre monde qui peut-être hésite. Et c'est une confrontation qui est extrêmement dangereuse, inquiétante. On a besoin de trouver des issues, on a besoin de trouver des réponses qui ne peuvent pas être des réponses tranchées, c'est-à-dire que ça ne peut pas être l'imposition de notre vérité à un autre contexte culturel ou à un autre monde. Alors, il n'y a pas de solutions, il n'y a pas de réponses, je ne viens pas pour dire voilà la réponse. Il y a peut-être quelques pistes. Et justement, c'est pour ça que j'ai évoqué ces passés de ce monde ottoman et post-ottoman, parce que je pense que dans nos différents États, dans nos différentes sociétés, c'est pas tellement lointain ce passé ottoman. On ne l'a pas oublié. Il y a une sorte de couche d'occidentalisation. Et derrière, je pense que la mémoire, le souvenir de cette proximité existe. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on constate quand on part de nos pays et qu'on est en diaspora.
Parce que c'est là où on voit la similarité et la proximité avec les gens qui viennent de la même région, de la même culture, même si on appartient à des identités nationales différentes. Je pense que ce passé est une ressource. Alors, cette ressource, on peut la trouver où? Eh bien, je pense qu'on peut la trouver en regardant à nouveau notre passé, notre histoire, qui a été organisée selon la grille de lecture du nationalisme. Donc, on a oublié, on a écarté, on a une mémoire sélective qui a écarté tous ces éléments de proximité. Nous avons besoin de réécrire l'histoire sous cette optique et nous avons besoin de nous appuyer sur des institutions qui sont peut-être affaiblies, marginalisées. On a besoin de les renforcer à nouveau. Et évidemment, je vais terminer en donnant un exemple qui est celui du patriarcat œcuménique de Constantinople, qui est vraiment une institution qui a résisté à la pression du nationalisme et qui, je pense, continue à se battre pour les droits de l'homme et de la femme, mais dans un sens assez large pour pouvoir englober toutes les composantes de notre humanité. Merci beaucoup. En vous entendant les uns et les autres, je suis en train de me dire, mon Dieu, que la France paraît fragile et que les droits de l'homme paraissent... sont-ils encore un rempart, comme l'évoquait tout à l'heure Gérard Larcher, l'idée de trouver des pistes pour sortir de cela autrement que par des confrontations paraît urgente, quoi.